Bornéo, province de Kalimantan, en Indonésie. C'est près de Palangkaraya, la capitale de la province, que se trouve la clinique vétérinaire de Nyarumentang, spécialisée dans la protection des primates. Elle répond à une réelle nécessité, car en Indonésie, les orangs-outans et les gibbons sont depuis toujours les victimes de la déforestation et de la chasse. Aurélien Brûlé, dit Chani, est un Français de 20 ans. Il est le tout jeune directeur du premier programme de protection des gibbons d'Indonésie. Dans la seule ville de Palangkaraya, il y a plus de 150 gibbons détenus par des particuliers. Récemment, 2 d'entre eux, un mâle et une femelle, ont été confisqués par les autorités. Grâce à Chani, ils vont peut-être pouvoir un jour revivre en forêt. Les orangs-outans sont officiellement protégés en Indonésie, ce qui n'était pas le cas des gibbons jusqu'à l'arrivée de Chani. Le jeune homme n'a pas ménagé ses efforts pour convaincre les autorités. C'est maintenant chose faite. Il vient d'ouvrir une station de réhabilitation et son but est de reconstituer des familles de gibbons, puis de les réhabituer progressivement à la vie sauvage. La forêt équatoriale de Bornéo est peut-être le plus riche écosystème de notre planète. Avec celle de Sumatra, cette forêt primaire est le dernier refuge de celui qu'on appelle l'homme des bois, l'orang-outan. L'orang-outan appartient à la famille des grands singes, tout comme le gibbon, qui avec ses bras démesurément longs est considéré comme le plus agile de tous les mammifères. Parmi les 10 espèces de gibbons, 2 vivent à Bornéo, le gibbon agile et le gibbon de Muller. Il faut veiller à ce que les gibbons ne subissent pas trop de stress pendant le transport. Le voyage est bien long pour rejoindre la station, située au fin fond des montagnes centrales de Bornéo. Au bout de 5 heures de piste, il faut encore 2 jours de bateau et de pirogue, car ici les fleuves sont les seules voies de communication à l'intérieur du pays. Chani a implanté son refuge dans la partie indonésienne de l'île, partiellement ravagée par les terribles incendies de 1997, où 2 millions d'hectares de forêt ont brûlé. La région est habitée par les tribus Dayak, qui vivent surtout de recherche d'or dans les rivières et d'agriculture. À 13 ans, Aurélien savait déjà qu'il se consacrerait à la sauvegarde des gibbons. Après avoir étudié dans des parcs zoologiques, il se rend en Thaïlande pour y observer les programmes de réhabilitation déjà existants. C'est là qu'il hérite du surnom de Chani, qui signifie gibbon en thaïlandais, car Aurélien est trop difficile à prononcer. À 18 ans, il débarque à Bornéo.
Très vite, il se rend compte du nombre impressionnant de bébés gibbons capturés par les autochtones dans le seul but de posséder un animal de compagnie. Mais pour en attraper un, les Dayaks n'hésitent pas à tuer la mère et donc à décimer toute une famille. C'est ainsi qu'est né le programme Kalawait, qui veut dire gibbon dans la langue dayak. Pendant des mois, il parcourt le vaste parc national de Bukit-Baka-Bukit-Raya avant de trouver le lieu idéal. Le site choisi est très éloigné, ce qui entraîne de sérieux problèmes de logistique. Mais aux yeux de Chani, c'est le prix à payer pour offrir à ses protégés une forêt primaire où les populations ne viennent pas encore couper le bois. La dernière étape avant la station se poursuit à bord d'un tout petit klotok, une pirogue qui permet de remonter au cœur de la forêt équatoriale de Bornéo. À la station, Chani est accueilli par Guéry et Padidi, deux jeunes Dayaks devenus ses assistants, et par Violaine, une étudiante française de l'école vétérinaire. Les gibbons doivent être maintenant transférés au plus vite dans les volières. Il y a 3 mois, Chani a tenté de relâcher ses premiers pensionnaires aux alentours de la plateforme d'alimentation. Mais très vite, de violents conflits ont éclaté avec les gibbons sauvages. Chani s'est alors résolu à les maintenir en volière jusqu'à la formation de couples, étape essentielle de la réhabilitation. Bon, c'est bien. Langsung aja. Buka pintu. Di dalam. Ya, seperti di dalam jadi. Chani apprend que Yola, la femelle qui s'était enfuie lors de ces violents conflits, a fait sa réapparition. Il était pourtant sceptique sur ses chances de survie. Langsung aja. Là, elle est revenue 2 jours de suite, il y a 2 jours. Donc c'est un bon point. Elle sait bien se débrouiller toute seule. Puis elle revient voir les autres. L'expérience est encourageante. Yola ne descend plus au sol pour se nourrir, mais elle court toujours le risque de se faire tuer par d'autres congénères, car elle vit seule. Dans la nature, en effet, le gibbon vit en couple et est monogame. Bunny devra donc attendre une partenaire dans sa volière. Un retour prématuré parmi les autres singes de la forêt serait voué à l'échec. Elle a exactement le même âge aussi, 5 ans. Moi je pense que le mieux c'est justement comme elle est un peu déboussolée, c'est à ce moment-là de la mettre. Ouais. Ok, donc il y a quelqu'un qui reste tout seul. À la regarder. Il faudrait pour... Yudi est le premier mâle arrivé à la station. Traumatisé par l'attaque du groupe sauvage, il ne chante plus. Chani s'applique à jouer les entremetteurs et lui destine la nouvelle venue, Mentari.
Les 2 premières heures de la confrontation sont décisives et il ne faut pas les quitter des yeux. Ils vont se tester l'un l'autre pour savoir qui sera le dominant. Si des contacts d'intimidation ont lieu sans qu'ils se mordent, il y a une chance pour que le couple fonctionne. Vraiment la période critique, c'est les 40 premières minutes. Donc pour le moment ça va parce qu'il y a des moments où les gibbons se reposent et ça montre que bon, ça tourne bien pour le moment, quoi. Mais on peut toujours être sûr de rien. Pendant l'absence de Chani, Guéry est chargé de sensibiliser les populations et de s'informer de la présence d'éventuels gibbons captifs dans les environs. Peu à peu, le message passe. Après la première heure, Yudi est toujours le plus haut perché, mais la femelle cherche à s'imposer. Physiquement déjà, elle est la plus forte. Elle a dû être gavée de cacahuètes et de bananes. En prenant possession du site de repos, la femelle va définitivement marquer sa dominance. Ça se passe quand même plutôt bien au bout de 2 heures. Donc il faudrait revenir tous les demi-heures le premier jour jusqu'à ce soir. Okay, ouais. Puis demain, je pense que ça pourrait être plutôt, on reviendra toutes les heures ou toutes les 2 heures. Alors comment ça évolue, mais bon, on a toutes les chances de notre côté là, je pense. Ça se passe bien. T'as vu les gibbons ce matin quand t'allais en forêt? Ouais, j'ai vu la famille. La famille d'études ou le groupe A, le groupe qui est à côté? La famille d'études, il y avait la femelle avec son petit sur le ventre. Ouais. Il y avait un jeune et le mâle. Ah ouais. Donc toujours pas le deuxième jeune. Jusqu'à aujourd'hui, l'équipe a repéré 5 groupes de gibbons vivant à proximité de la station. Chaque matin, accompagné de Guéry et de Père Tama à la Guenon, Chani part en forêt pour l'observation quotidienne de ces familles d'études. Dans une jungle aussi dense, le risque de se perdre est très réel. Les Dayaks n'utilisent pas de boussole et se dirigent avec le soleil. Les pas de Chani, eux, sont guidés par les chants des gibbons. En effet, pour délimiter leur territoire, les gibbons émettent tous les matins de puissantes vocalises, de véritables duos qui peuvent s'entendre jusqu'à 3 km à la ronde. Ce chant est un mode de communication très élaboré, dont on sait encore peu de choses, sinon qu'il varie selon l'espèce et le sexe. C'est ainsi qu'une jeune femelle peut faire comprendre à un mâle qu'elle est disposée à quitter sa famille. Cette famille est en général constituée du couple et de 3 ou 4 jeunes. Elle vit sur un territoire qui mesure entre 15 et 40 hectares. L'objectif de Chani est d'habituer les gibbons sauvages à une présence humaine, afin de mieux les étudier, délimiter les frontières territoriales de chacun des groupes et repérer les arbres fruitiers dont ils se nourrissent le plus volontiers. La tâche est difficile car les gibbons ne se déplacent qu'à la cime des arbres, en se balançant, suspendus par les bras. Ce moyen de locomotion, la brachiation, est très caractéristique de l'espèce.
Dépourvus de queue, ils mesurent environ 80 cm et pèsent jusqu'à 8 kg. Cette observation approfondie des comportements permettra peut-être par la suite à l'équipe de Callaway d'éviter les conflits lors de la réintroduction. Chani a également lancé un programme d'information diffusé par radio. Son principal argument est d'insister sur le fait que les singes peuvent transmettre de graves maladies. Ce vieux Dayak a accepté de restituer son bébé. Autre étape importante de la sensibilisation. Chani a proposé d'accueillir des enfants à Callaway pour qu'ils puissent voir les gibbons évoluer dans leur milieu naturel. Un enfant qui saura dire à son père de ne plus tuer de gibbons sera pour lui le plus grand des alliés. À Callaway, la logistique reste difficile à organiser. Chaque semaine, des membres de l'équipe partent au ravitaillement et il faut plus d'une journée de pirogue pour rapporter les fruits dont les gibbons se nourrissent 2 fois par jour. Le retour à la vie sauvage est un lent processus. Les gibbons doivent retrouver leur force et leur motricité. Certains ne savent peut-être même pas à quoi sert un arbre. Ils doivent aussi apprendre à reconnaître et à manger les fruits de la forêt. Ils n'ont connu que les cacahuètes, le riz et les sucreries. Omnivore, le gibbon est surtout friand de fruits, durian, rambutan, bananes, papayes et de végétaux. Mais il ne dédaigne pas les œufs d'insectes ou d'oiseaux. Bunny a 7 ans. Comme tous les mâles, il devient mature et très agressif et développe des canines acérées comme des crocs. C'est à cet âge-là que les gibbons captifs sont tués ou abandonnés par leurs propriétaires. Du côté du couple, tout semble aller pour le mieux. Yudi s'est même remis à chanter. Quant à la femelle, elle continue de marquer sa dominance en s'accaparant aussi l'aire d'alimentation. Il s'en sert un peu de sa main quand même. Ouais. Faut pas que ça tombe, mais c'est vite pas quoi. Classy a 6 mois.
Le vieux Dayak dit l'avoir trouvé dans la forêt. Les bébés gibbons vivent sur le dos de leur mère pendant 2 ans et ne se nourrissent que de lait. Depuis son arrivée, Klassi refusait celui que Chani et Violaine lui proposaient. Il accepte maintenant de boire et de manger. S'il s'en sort, ce sera de justesse. Mais si tel est le cas, une fois adulte, y aura-t-il encore une forêt pour lui servir de refuge? Au rythme où vont les choses, Chani a bien peur que d'ici 15 ans, il n'y ait plus de forêt primaire à Bornéo. La déforestation massive et illégale que pratiquent les grandes compagnies forestières, les cultures sur brûlis qui transforment des centaines d'hectares en rizières en sont les principales raisons. Pourtant, les Dayaks dépendent de leur forêt, que l'on dit plus riche que celle d'Amazonie, et ils sont conscients qu'il faut la protéger. Ceux-ci ont récolté une résine utilisée en parfumerie et qui se monnaie très cher. Au passage, ils n'hésitent pas à braconner. C'est la première fois qu'ils rencontrent Chani et sont surpris de l'entendre dire qu'aujourd'hui, la zone est protégée. À l'avenir, il leur faudra demander l'autorisation pour pénétrer dans ce parc national. Chani leur explique aussi qu'ils pourraient très bien réfléchir à une future collaboration. Ils informeraient l'équipe de Kalawait sur la présence et les déplacements éventuels des espèces protégées qu'ils rencontrent. Sans poil aussi. Klassi en est maintenant à 3 repas par jour et il reprend vite des forces. Il n'a connu que quelques semaines de captivité. Et Chani veut en profiter pour l'amener à se débrouiller seul plus rapidement que les autres. Les gibbons de la forêt ont plus de 30 ans d'espérance de vie, mais leur rythme de reproduction est très lent. La femelle a une gestation de 7 mois et elle n'aura que 5 ou 6 petits dans sa vie. Actuellement, les gibbons sont menacés de disparition en Indonésie, mais aussi en Birmanie et en Chine. Dans une forêt qui se rétrécit irrémédiablement, le projet de Chani apparaît comme l'opération de la dernière chance. Entre ses mains, Klassi semble un parfait candidat à la réhabilitation. Et il y en aura d'autres. L'équipe espère relâcher une dizaine de gibbons d'ici 3 ans. La mission Kalawait ne fait que commencer. Et grâce à la passion d'un homme, elle porte en elle beaucoup d'espoir.